Salut à tous. Bienvenue dans l'édition spéciale du Daniel Davis Deep Dive Roadshow. Je suis sur le point de quitter ma destination dans les Caraïbes pour rentrer à Washington. Mais il se passe trop de choses pour qu'on attende lundi et le retour au studio. Cette nuit, le président Trump a publié sur Truth Social qu'il pensait être proche d'un accord. Après un long message où il expliquait avec qui il avait parlé et tout le reste, il a ajouté que les derniers points et les détails de l'accord étaient en cours de discussion et seraient annoncés très bientôt. Et parmi les éléments de cet accord, il a précisé que le détroit d'Ormuz resterait ouvert. C'est sa première carte en quelque sorte. C'était hier soir. Aujourd'hui, il y a toutes sortes d'infos, de rumeurs, de fuites qui circulent en ligne sur Axios et ailleurs à propos de ce que pourrait contenir cet accord, avec aussi des échos venant du Moyen-Orient. Globalement, tout le monde semble d'accord sur les grandes lignes. Et ce matin, depuis New Delhi, Marco Rubio a pris la parole pour défendre cette position et expliquer pourquoi, selon lui, c'était une bonne idée. Des progrès ont été faits. Des progrès importants, même si ce n'est pas encore définitif. En fin de compte, je le rappelle à tout le monde, et je pense que ça rejoint la deuxième question qui a été posée à ce sujet. Quel est l'objectif ici? L'objectif, au fond, le but ultime, c'est que l'Iran ne puisse jamais avoir l'arme nucléaire. L'Iran ne doit jamais posséder d'armes nucléaires. Le président a été très clair là-dessus. Ils n'en auront jamais, certainement pas tant que Donald Trump sera président des États-Unis. D'accord. Donc il dit qu'il répète un peu toujours le même refrain. Pas d'armes nucléaires. Très bien, c'est essentiel de bien clarifier les choses, que tout le monde comprenne ce dont on parle ici. Il présente ça comme si, en gros, il suffisait de s'assurer qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires. Et ensuite, on pourrait vivre en paix. Mais on avait déjà un accord en place en 2015. Il s'appelait le JCPOA, et cet accord garantissait pratiquement qu'il n'y aurait jamais de programme d'armes nucléaires, parce qu'on avait des inspecteurs sur le terrain. Il y avait des limites très strictes sur le retraitement qu'ils pouvaient faire. À peine 3,67%. Des gens étaient sur place pour vérifier que ça ne dépassait pas. Ils ne pouvaient avoir qu'une toute petite quantité de matière retraitée. Dans le cadre de l'accord, ils ont pris ce qu'ils avaient et l'ont expédié hors du pays, des centaines de kilos de ce matériau de différentes qualités, et dans l'ensemble, ils ont respecté leurs engagements. Nous, non. Et puis, bien sûr, à peine 3 ans après le début de ce qui devait être un accord de 10 ans, avec une échéance prévue pour 2020 ou 2025, et la possibilité de renégocier, le président Trump a décidé que non, ça ne suffisait pas. Il voulait un meilleur accord. Il a tout annulé, tout ce qui avait enclenché le processus, qui a fini par mener à la guerre dont on essaie aujourd'hui de sortir par la négociation. Ensuite, il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Mais ce qui est crucial, encore plus important que le JCPOA, c'est que le 26 février, nous avions un accord en or, encore meilleur que le JCPOA et tout à fait légitime. Je ne pensais pas qu'ils arriveraient à négocier ça, mais les grandes lignes étaient déjà là, grâce à la médiation d'Oman. Et eux, ils ont dit, oui, on est prêt à l'accepter. Pas de programme d'armes nucléaires. On le déclare. Tout ce que le président Trump dit aujourd'hui vouloir, il l'avait déjà entre les mains et il a quand même choisi d'aller à la guerre. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il dit qu'ils ne peuvent pas avoir de programme d'armes nucléaires. Très bien, mais ils l'ont toujours dit. Ils l'ont encore répété la semaine dernière. Ils ne veulent pas de programme d'armes nucléaires. Ils n'en ont pas. Il n'y avait aucune menace imminente d'une arme nucléaire prête dans 2 semaines. Cette idée a été avancée de manière frauduleuse. C'est ce qui nous a conduit à cette guerre. Donc, quand il dit que c'est notre objectif, il faut comprendre qu'on l'avait déjà atteint. Et maintenant qu'on essaie,
pour la troisième fois, de revenir à la table et d'obtenir les mêmes conditions qu'on avait déjà eues 2 fois, les chances d'y arriver, après avoir assassiné leurs dirigeants, coulé 158 de leurs navires, fait exploser toutes sortes d'usines et d'industries à la surface, des champs pétroliers, des champs gaziers et d'autres personnes encore assassinées. Si vous pensez qu'on va obtenir le même accord, ou un accord aussi bon que celui d'avant, après tout ça, ça paraît quand même très improbable. Des choses plus étranges se sont déjà produites, on verra bien. Et la prochaine chose que fait Rubio, c'est de revenir à son grand classique. Je vais te faire la leçon sur ce que tu fais. Mais surtout, ne regarde pas ce que moi je fais. Cette question du détroit, c'est une voie maritime internationale. Ils n'en sont pas propriétaires. C'est une voie maritime internationale. Et ce qu'ils font maintenant, c'est en gros menacer de détruire des navires commerciaux qui l'empruntent. C'est illégal, selon n'importe quel principe du droit international qui nous régit. Mais c'est aussi, si on laisse ça devenir la norme, on banaliserait une situation inacceptable et on créerait un précédent dangereux qui pourrait être reproduit ici, dans cette région, et dans de nombreux endroits à travers le monde. OK, comment osent-ils faire ça? D'abord, je veux juste te dire qu'en agissant ainsi, l'Iran a bel et bien violé le droit international. On ne peut pas simplement faire exploser des navires civils dans le détroit pour envoyer un message comme ils l'ont fait. Mais en même temps, on ne peut pas non plus faire semblant d'être choqué quand ils réagissent de cette façon. C'est exactement le genre de choses dont je parle depuis des années sur cette chaîne. On mène certaines actions, et quand il y a une réaction, puis une contre-réaction, on fait les surpris. Du genre, je n'arrive pas à croire qu'ils aient fait ça. Regardez comme ils sont mauvais, comme ils sont cruels. Mais enfin, si vous partez en guerre contre un pays, si vous assassinez ses dirigeants, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer? Ils vont utiliser tous les moyens de pression dont ils disposent, et ils vont s'en servir à leur avantage. C'est conforme to Hanisno. C'est mal, mais ce n'est pas vraiment surprenant qu'ils fassent ça. Vous parlez de l'assassinat. Depuis 48 heures environ, il y a beaucoup d'informations dans les médias disant que la fille du président Trump aurait été la cible d'un assassinat par l'Iran, en représailles. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Peut-être que c'est inventé. Mais ça pourrait aussi être tout à fait vrai. Après tout, quand nous avons assassiné leur dirigeant, Samuel Assassino Ford, sa femme a été tuée, sa belle-fille a été tuée, et sa petite-fille aussi. Donc, ce n'est pas impossible que quelque chose se produise. Mais voilà encore un exemple de ce dont je parle. Vous voulez pouvoir, en toute impunité, assassiner des gens partout, à droite et à gauche, ce que Trump lui-même fait depuis 2010. Et ensuite, vous jouez les surpris en disant que ce sont, je cite, des malades qui pourraient imaginer faire une chose pareille. Écoutez, chaque fois qu'on parle de tuer des civils, c'est grave. Et j'espère vraiment qu'il ne lui arrivera rien. Pas de nuance là-dessus. J'espère qu'elle sera protégée. J'espère même que ce n'est pas vrai. Mais si c'est vrai, j'espère qu'on la protège. Mais bon sang, on ne peut pas continuer à assassiner d'autres personnes, leurs enfants, leurs conjoints, leurs familles, et croire que personne ne fera jamais rien en retour. On joue avec notre sécurité. Et je le dis depuis longtemps, je crains qu'il ne soit qu'une question de temps avant qu'un de nos dirigeants soit assassiné en représailles pour ce que nous avons fait aux autres. J'espère que ça n'arrivera pas. Mais franchement, on parie que ça n'arrivera pas. On se dit qu'on peut continuer à faire certaines choses aux autres sans que ça nous retombe dessus. Et ce point qu'il vient de soulever à ce sujet, on ne peut pas détruire des navires et tout le reste. Souvenez-vous, il y a quoi, 2, peut-être 3 semaines, le président Trump se vantait que nos navires de guerre étaient intervenus et avaient tiré dans la salle des machines d'un bateau, simplement parce qu'il ne faisait pas ce qu'on lui avait dit de faire.
On a arraisonné tous ces navires. Vous vous rappelez de ça? Alors comment peut-on se tenir là et dire au monde, comment l'Iran ose-t-il faire ça et bloquer les voies maritimes internationales? Alors que nous-mêmes, on bloque des navires civils et qu'on les neutralise avec des armes. Il faut arrêter avec cette hypocrisie. Tout ça mine notre crédibilité et notre réputation sur la scène internationale, et ça ne nous aide pas à trouver une solution négociée. Parce qu'au final, tout ce que ça va faire, c'est provoquer de la colère de l'autre côté. Et justement, en parlant d'hypocrisie, il faut le dire, il affirme que tout ce que veut le président Trump, c'est simplement trouver une issue diplomatique. Le souhait du président, sa préférence, c'est de trouver une solution diplomatique à ces problèmes. C'est toujours ce qu'il privilégie. Il préfère largement que moi et le département d'État réglions cette question, plutôt que ce soit le département de la Défense qui doive s'en charger. Mais, d'une façon ou d'une autre, le problème sera résolu. Au cours des 48 dernières heures, nous avons fait quelques progrès avec nos partenaires de la région du Golfe sur un projet qui pourrait, s'il aboutit, nous permettre non seulement d'avoir des détroits complètement ouverts, et quand je dis ouverts, je veux dire sans aucun péage, mais aussi de traiter certains des points essentiels qui ont alimenté par le passé les ambitions nucléaires de l'Iran. Donc, oui, nous pensons avoir avancé sur les grandes lignes d'un accord qui, s'il fonctionne, pourrait nous mener à ce résultat. D'accord, mais même là-dessus, combien de réserves peut-on mettre sur un accord? On a, soi-disant, les grandes lignes d'un plan possible, qui pourrait marcher si tout le monde, enfin, bon sang, est-ce qu'on a quelque chose ou pas? C'est encore une de ces manières maladroites et incompétentes de mener des négociations. On ne sort pas en disant « on a un accord ». Non, on a les grandes lignes d'un accord et tout va bientôt s'arranger. Et puis, quand votre secrétaire d'État, votre principal diplomate, déclare qu'il n'y a littéralement rien qui ait été approuvé, pas même les péages, parce que les médias iraniens ont annoncé au passage qu'ils n'allaient pas, que cette question, celle du retour à la situation d'avant la guerre, ne serait pas réglée comme ça. Quand ils parlent de trafic ouvert, selon la définition iranienne, ils parlent en fait de leur propre système de péage. Ils disent oui, tout le monde peut passer. Tant qu'on paie leur péage, il n'y aura absolument aucun problème. Nous, on dit d'accord, tout revient comme avant. Mais eux, ils contrôlent le détroit et depuis une semaine environ, ils répètent sans arrêt. Et on peut imaginer que, pendant que les négociations passent par des intermédiaires au Pakistan ou ailleurs, le côté iranien sait très bien ce qu'on essaie de faire ici. Et ils ont dit clairement, écoutez, on ne reviendra jamais à la situation d'avant. C'est la nouvelle réalité et elle ne changera pas. Donc à mon avis, à travers ces débats, ces discussions, ces échanges de lettres, ils faisaient passer un message. Ça ne changera pas. On va garder le contrôle là-dessus, parce que si je me souviens bien, la phrase qu'ils ont utilisée, c'était « Vous n'obtiendrez pas à la table des négociations ce que vous n'avez pas réussi à obtenir sur le champ de bataille. » Ils l'ont répété plusieurs fois. Je suis presque sûr que c'est à ça qu'il faisait référence. Mais l'autre point, encore une fois, c'est qu'il dit « Le président Trump veut juste une solution diplomatique. » Franchement, mec, tu en avais une de solution diplomatique. Tu l'as eue. Tu en as même eu les grandes lignes à 3 reprises. Une fois en 2025, une autre en 2026, avant que cette guerre ne commence. Et maintenant, il y a encore une proposition sur la table, à condition d'accepter des termes négociés, quelque chose que les Iraniens puissent accepter. C'est pour ça que j'ai dit que je ne pensais pas qu'un accord négocié soit possible. Parce que l'Iran est en position de force. Ils ont plus de leviers que nous. Nous en avons aussi, mais pas autant qu'eux. Au fond, tout se résume à savoir qui peut endurer le plus longtemps et le plus efficacement.
Et je pense qu'il est assez clair que le camp iranien a plus d'expérience dans la souffrance. Et il souffre. Donc il ne faut pas sous-estimer ça. Mais je crois qu'ils disent, nous, on peut souffrir davantage, donc on ne va pas simplement remettre les clés. J'ai du mal à imaginer ça. Je pourrais être surpris, on verra bien. Parce que franchement, en coulisses, il se passe des choses dont je n'ai aucune idée. Mais je serais vraiment étonné si l'Iran acceptait de dire « Très bien, on va tout céder pour que le président Trump s'en sorte à l'aise ». Ce seraient des conditions qu'ils ne veulent pas accepter. Et ça les laisserait dans une situation pire qu'aujourd'hui. Je ne peux tout simplement pas voir les choses comme ça, parce qu'ils ont aujourd'hui un levier qu'ils n'ont jamais eu auparavant, et qu'ils n'auront sans doute plus jamais. Et je pense qu'on voit bien que certains du côté iranien en sont très conscients. Alors, regardons un peu les obstacles à tout ça. D'abord, il y a 3 acteurs principaux, les États-Unis, l'Iran et Israël. Et dans chacun de ces camps, en réalité, il y a 2 courants internes. Du côté américain, on a les plus fervents soutiens du président Trump, qui sont déjà, et de manière très claire, opposés à tout ça. J'ai vu pas mal de choses à ce sujet, et j'en ai publié sur mon compte X. Vous pouvez aller voir, par exemple, ce qu'ont dit Mike Pompeo, Lindsey Graham, le sénateur Cruz ou encore Mark Levin. Ils sont absolument catégoriques. Le sénateur Wicker, je pense, en fait partie aussi. Il est absolument catégorique. Un mauvais accord ne vaut pas mieux que pas d'accord du tout, disent-ils. Il faut en finir une bonne fois pour toutes. Il répète ça sans arrêt. Donc, le président Trump va avoir des difficultés, même au sein de son propre parti, à convaincre des gens de dire « Oui, allez-y, revenons à quelque chose ». Parce qu'ils le disent clairement, d'ailleurs, noir sur blanc. C'est pire que l'accord d'Obama. Et évidemment, Trump ne voudrait jamais revenir à quelque chose de pire que l'accord d'Obama. Ils utilisent ce terme exprès parce qu'ils savent que c'est comme des ongles sur un tableau pour Trump. Il ne veut surtout pas qu'on le compare à ce qu'Obama a fait, encore moins à quelque chose de moins bon. Et franchement, on l'a déjà vu. L'accord qu'Obama avait négocié était plutôt solide. Rien n'est jamais parfait, mais c'était vraiment un bon accord. C'était censé, autant qu'on puisse le garantir, faire en sorte qu'il n'ait jamais de programme d'armes nucléaires, et ainsi de suite. Au-delà des contraintes, il y avait aussi les opportunités, celles qui donnaient à la partie iranienne des raisons d'accepter, d'appliquer l'accord et d'en respecter les termes. Puis Trump a eu son moment en or, le 26 février. Ce jour-là, il avait un accord qui, à bien des égards, était meilleur que celui d'Obama. Il aurait pu savourer une victoire diplomatique et politique. Mais il a dit non. Alors, dire qu'il cherche aujourd'hui uniquement la voie diplomatique, c'est faux. C'est tout simplement un mensonge, pas une exagération. Parce qu'il l'avait, cet accord. Il l'avait entre les mains. Et il l'a refusé. Aujourd'hui, sa seule motivation, c'est de sortir du chaos qu'il a lui-même provoqué en donnant malgré tout l'ordre de lancer l'attaque. C'est la réalité de la situation. Et lui, il le voit bien. Il fait face à des vents contraires dans son propre parti, même dans son cercle rapproché. Beaucoup de gens sont totalement opposés à ça. Maintenant, les militaires, eux aussi dans son entourage, sont clairement pour. Et ils disent « Fais tout ce qu'il faut pour que ce dossier soit clos, mais surtout ne relance pas cette guerre. » Parce que l'autre camp a une vraie capacité de riposte, ici même. Ils ont les moyens, ils ont l'intention, la volonté et le savoir-faire pour frapper des cibles dans toute la région du Golfe. Et ça pourrait littéralement paralyser notre économie et repousser toute reprise jusqu'en 2027, voire 2028 et au-delà. Alors, plutôt que de risquer tout ça, il vaudrait mieux accepter cet accord, aussi moche soit-il, ravaler un peu son orgueil et sa fierté et dire bon, on tourne la page. En un sens, c'est un accord pour s'en aller. Donc écoutez, faisons comme si c'était une victoire, peu importe,
et ensuite on s'en va. On retire nos troupes, on ramène tout le monde à notre base, et ainsi de suite. Les voies maritimes pourront rouvrir. Même si l'Iran garde le contrôle des péages, elles resteront ouvertes. On lève notre blocus, ils lèvent le leur, ils paient les péages, et le trafic peut reprendre. Mais il faudra des mois pour tout démêler. Des mois. Donc on reste dans une situation où très probablement on sera déjà en récession. Il ne faut pas croire que ça va tout remettre à la normale. J'imagine que les marchés pétroliers vont sans doute baisser lundi et que la bourse remontera un peu. Mais ce sera temporaire. Alors, ne vous emballez pas trop à ce sujet, parce que la pénurie réelle d'énergie va commencer à se faire sentir. Et au lieu que tout le pétrole revienne comme c'était le 27 février, il faudra des mois pour retrouver ce niveau. Des mois. Donc, quoi qu'il arrive, on va traverser une période difficile. C'est encore la moins mauvaise des mauvaises options. Trey Yingst, ce matin sur Fox News, parlait de certains détails et il disait que tout ça restait très vaguement négocié. En gros, on n'a encore rien de concret, juste l'intention d'ouvrir une négociation. Et une partie de l'accord prévoit que l'armée américaine reste sur place pendant 30 jours dans la région. Autrement dit, on ne va pas se redéployer tout de suite au cas où quelque chose se produirait, au cas où la partie iranienne relancerait quelque chose. Dans ce cas, on resterait sur place pour réengager les forces militaires. Ou alors, s'il ne respecte pas l'accord, il affirme qu'on reviendra à une présence militaire totale. C'est exactement ce que les Pompeo, les Cruz et les Rams attendent avec impatience. Il a dit que l'Iran, et là c'est un point clé, a déjà obtenu certaines concessions. Il a expliqué que l'Iran bénéficierait d'exemptions de sanctions, donc certaines sanctions seraient levées. Une partie des avoirs gelés serait débloquée, ce qui veut dire qu'il pourrait récupérer potentiellement des milliards de dollars. Maintenant, comment va-t-il justifier ça auprès de tous ses partisans, ceux qui répètent depuis des années qu'Obama avait offert tout cet argent à l'Iran? Parce que là, il va faire exactement la même chose. Il ne leur donne pas d'argent, il leur rend simplement l'accès à leur propre argent. Exactement comme Obama l'avait fait. On verra bien comment ils s'en sortent avec ça, mais c'est ce qui est annoncé ici. Et ensuite, on dit que le détroit d'Ormuz sera complètement ouvert, libre, sans aucune restriction, comme avant le début de la guerre. Du côté iranien, ils disent qu'il sera ouvert, oui, mais avec des restrictions, qu'il sera soumis aux conditions fixées par, je crois que ça s'appelle l'autorité des détroits. Enfin, je ne me souviens plus du nom exact, mais peu importe. Ils ont mis en place cette organisation. Et maintenant que des navires y passent, parfois des dizaines, dans ces conditions-là, ils affirment que ça ne changera pas. C'est ce qu'indiquent les médias iraniens. Rien dans l'accord sur le programme d'armes nucléaires. Ça, apparemment, ce sera traité plus tard, dans 30 ou 60 jours, d'après ce qu'ils disent. Je ne vois pas bien comment il va concilier ça avec l'affirmation qu'ils n'auront plus jamais d'armes nucléaires. Mais bon, on va avoir un accord dans un premier temps, et cette question-là n'est même pas sur la table, ni maintenant, ni plus tard. Ensuite, il dit qu'il n'y a rien sur le retraitement. En gros, rien qui les empêche de retraiter. Rien non plus, pour l'instant en tout cas, sur les 60% de matières retraitées, et ainsi de suite. Allez, regardons rapidement, comme on le fait toujours, ce que dit l'autre camp. Voici le président Zelensky. Il parle à, je vous l'ai dit, il y a différents courants à l'intérieur. Certains en Iran veulent clairement qu'un accord négocié voit le jour, et d'autres non. Ils disent non, on les tient exactement là où on veut. On ne les a jamais eus dans une position pareille. On a un avantage militaire. Il ne faut surtout pas céder maintenant. Mais le président Zelensky dit, écoutez, tout le monde doit se tourner vers l'imam martyr. Ali Khamenei, le dirigeant martyr que nous avons eu. En son nom, il faut parvenir à cet accord négocié.
Et puis, un responsable du corps des gardiens de la Révolution, ou un des généraux, a aussi publié quelque chose, et lui aussi a cité le dirigeant martyr. Et il a dit, nous ne permettrons pas que des expériences historiques douloureuses soient remplacées ou répétées. Donc, je pense que ce qu'il veut dire par là, c'est écoutez, on ne va pas reprendre le même chemin qu'en 2025. On ne va pas refaire ce qu'on a fait au début de 2026. On ne va pas se faire avoir une nouvelle fois. On va conclure un accord, on va vous donner quelque chose, et ensuite, vous n'allez pas tenir vos engagements. Donc, à mon avis, ce qu'ils disent, c'est ça. Et franchement, je vais prêter un peu plus d'attention au général des gardiens de la Révolution qu'à Zelensky. Parce que Zelensky, si vous ne le savez pas, c'est le président du pays. Mais le véritable chef de l'État, c'est l'Ayatollah Khamenei, le guide suprême. Et lui, bien sûr, comme tous ces hommes, c'est un ancien membre des gardiens de la Révolution et un vétéran de l'armée. En fait, ils viennent tous un peu du même milieu. Mais ce sont les gardiens de la Révolution, avec Khamenei, qui prennent les décisions principales. Ce sont eux, en réalité, le pouvoir d'État. Le président, lui, est censé s'occuper des affaires intérieures du pays. Donc, évidemment, il a un rôle important. Mais les gardiens de la Révolution, eux, gèrent tout ce qui touche à la sécurité nationale et aux affaires étrangères. L'idée, c'est qu'ils essaient tous de travailler ensemble. Mais si on voit une position venir des gardiens de la Révolution et une autre du président, ou peut-être même de Galibaf, personnellement, j'aurais tendance à me fier davantage à ce que disent les gardiens. Il y a donc beaucoup de confusion et de tension, même au sein du camp iranien. Donc, même eux pourraient refuser de céder sur un point, si, par exemple, l'aile possession est d'accord sur quelque chose, mais que tout à coup les gardiens de la Révolution ne le veulent plus. Dans ce cas, tout pourrait s'effondrer à cause de ça aussi. Et enfin, il y a la carte imprévisible. Israël. Tout le monde sait qu'Israël ne veut pas que ça fonctionne. D'après les médias israéliens, ce matin même, Trump aurait assuré Netanyahou qu'il allait proposer un tout nouveau programme parce qu'Israël craint un très mauvais accord. Et la situation implicite ici, c'est que vous avez Netanyahou, et on vous a montré la vidéo d'Alistair Crooks cette semaine, vous devriez la revoir, parce qu'il disait clairement, écoutez, il a besoin de cette guerre. Il a besoin que tout ça continue, parce que si ça s'arrête, il devient vraiment vulnérable, au point de risquer la prison, mes amis. Une fois que cette guerre sera terminée, tout le monde va de nouveau se concentrer sur les problèmes intérieurs, ceux qui existaient déjà avant le 7 octobre 2023 et qui sont restés un peu en suspens. Et si ces guerres ne sont plus à l'ordre du jour, alors forcément, les regards vont se tourner à nouveau vers ces questions-là. Du côté iranien, une autre exigence, c'est que le cessez-le-feu s'applique partout, y compris au Liban. Il y a eu une attaque contre le Liban la nuit dernière, que je vois comme un tir d'avertissement, un geste que Netanyahou a déjà fait par le passé. Lors du premier cessez-le-feu, il devait aussi inclure le Liban, vous vous souvenez, ce n'était pas le cas. Et juste après l'annonce, ils ont lancé une frappe massive, la plus importante jamais menée. Il y a vraiment beaucoup d'obstacles qui risquent de faire capoter cet accord. J'espère sincèrement que ça va marcher. Mais il faut garder les yeux ouverts, rester lucide sur ce qui se passe. Alors, espérons le meilleur, mais on verra bien. Là, je file littéralement à l'aéroport et dès que je serai de retour lundi matin, si rien ne bouge d'ici là, on se retrouvera depuis nos studios habituels. En tout cas, merci à vous tous et on se retrouve dans le prochain épisode du Daniel Davis Deep Dive. Vous savez, je ne cherche pas à vous convaincre d'acheter de l'or, ni à vous dire comment gérer votre portefeuille boursier. Mais il y a une façon de nous aider. Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. And share this with somebody you love.